Frédéric, bonjour. Bonjour Patrick. Alors nous sommes dans la serre aride du jardin botanique Jean-Marie Pelt, ici à Nancy. Et c'est notre première ensemble pour faire cette rubrique Sciences végétales. Et nous allons parler de sécheresse. Alors Fred, c'est quoi un milieu sec? Alors c'est un concept un peu flou, puisque en fait il peut y avoir des endroits où il y a peu d'eau, quelques centaines de millimètres par an, mais l'eau va pouvoir stationner, auquel cas les plantes ne seront pas en stress. Et parfois des endroits comme les bords de mer, par exemple, il va pouvoir pleuvoir 600-700 mm, mais le sol n'arrivera pas en fait, à retenir l'eau, et quelque part, la plante va être en stress hydrique, c'est-à-dire qu'elle va avoir à l'intérieur de ses cellules un stress qui va déclencher tout un tas de mécanismes d'adaptation pour essayer de tenir à ce stress hydrique. Donc c'est ce que nous allons essayer d'expliquer, mais on va revenir quand même un peu au milieu, parce qu'il y a donc la quantité de pluie, mais il y a aussi la température qui joue. Exactement, c'est-à-dire qu'une même quantité d'eau qui arrive dans un milieu froid, eh bien, il y aura peu d'évaporation. Et puis la même quantité d'eau qui arrivera dans un endroit très très chaud, la quasi-totalité de l'eau va pouvoir s'évaporer. Et d'ailleurs, les végétaux, on le voit très bien, ils ont des formes qui sont différentes. Il y a des végétaux comme les coléus, par exemple, eh bien, qui ont une structure en fait, qui est très très souple. Avec un léger moindre d'eau, elle va tout de suite s'effondrer, alors qu'un autre végétal adapté au milieu sec, comme une plante succulente, elle tiendra une structure rigide, alors qu'elle sera à l'intérieur d'elle-même en stress hydrique. En stress hydrique. Alors, il faut aussi dire une chose, c'est que, et ça c'est important pour tous ceux qui jardinent, lorsqu'il gèle, il y a beaucoup d'eau, mais elle est impossible à capter pour la plante. Ah, effectivement, il y a cet élément-là, lié au froid. Il y a un autre élément auquel on pense moins, c'est le sel. C'est-à-dire qu'en bord de mer, l'eau est maintenue dans une grande quantité de sel, et en fait, pour la plante, elle doit soutirer l'eau et réussir à la faire rentrer, sauf que le sel va retenir l'eau à l'extérieur. Et c'est pour ça qu'en bord de mer, on a des plantes comme des salicornes, par exemple, qui sont des plantes succulentes. Parce qu'en fait, elle est obligée de s'adapter au niveau morphologique de la même manière qu'une plante dans un désert. Pourtant, l'eau est là, mais elle n'arrive pas à la voir. Donc les trois grands milieux dans lesquels on va trouver des plantes des milieux secs, ça va être bien sûr les déserts tropicaux, ça va être les bords de mer, et puis ça va être les montagnes, parce que sur un rocher, une joubarbe dans les montagnes, eh bien l'eau, par les précipitations, elle va arriver au sol, mais en fait, elle va se distiller, et la plante en plein soleil en été, elle va être en stress hydrique, et elle va devenir succulente, comme les joubarbes ou les orpins. Fred, lorsque les plantes sont soumises à la sécheresse, elles vont adopter plusieurs stratégies pour survivre tout simplement. Je vais prendre quelques exemples qui sont assez symptomatiques. Le premier, c'est le fameux désert du Kalahari, en Namibie et un peu au nord d'Afrique du Sud. C'est 11 mois de sécheresse absolue, température caniculaire, aucune pluie. Il y a seulement un mois de végétation, il y a un mois où la pluie arrive. Il y a la même chose dans le désert d'Atacama, au Chili, en Argentine. Il y a également, dans une moindre mesure, des choses au Mexique. Il y a des choses aussi comme ça au Maroc, dans le contre-Atlas. Donc le principe, dans des milieux qui sont aussi hostiles, c'est ce qu'on appelle l'évitement. C'est-à-dire que la plante ne va pas subir la sécheresse. En fait, elle ne va pousser qu'au moment où il y aura de l'eau. Un des très bons exemples, c'est ça. C'est la rose de Jéricho. C'est une plante géniale, connue depuis les croisés, une plante assez emblématique. Ça vit en gros du Moyen-Orient jusqu'au Maroc, dans les zones désertiques. Et elle, en fait, c'est une petite crucifère, Anastatica. Et en fait, elle va pousser au moment où il y a de l'eau. Elle va pousser, elle va se développer, elle va fleurir, elle va fructifier. Donc souvent, ce sont des plantes qui ont des cycles courts. C'est ce qu'on appelle botaniquement des éphémérophytes. Elles vont boucler l'ensemble de leur cycle en quelques semaines. Il y en a une qui est très connue, le pavot de Californie, les Elsholzia. Les Elsholzia, au mois de février, quand on est au Mexique ou en Californie, c'est des tapis et des tapis et des tapis. Et dès que la période sèche arrive, la plante disparaît totalement et elle évite la sécheresse sous forme de graines. Celle-ci, c'est le même principe. Dès que la sécheresse du Maroc arrive, eh bien en fait, elle forme ces espèces de boules avec des fruits et les graines sont cachées dedans, elle roule et elle passe la période sèche sous forme de graines enfermées dans des fruits. Un peu comme la plante du bip-bip. Ah ben, la plante du bip-bip, c'est le même principe, c'est-à-dire qu'elle va pousser très vite, elle va faire ses boules. Là, il y a une petite architecture qui va se casser, il y a une structure, une petite faiblesse, et avec le vent, ça va disperser les graines sur l'ensemble de la zone désertique. Oui, donc elle ne roule pas pour rien, elle roule pour disperser ses graines. Exactement, exactement. Et par exemple, un endroit que je trouve magnifique dans le monde, qui est le désert du Namaqualand,
au nord de l'Afrique du Sud. C'est aussi des plantes du même type. Le désert du Namaqualand, bon, c'est richissime. C'est tous les ans, ça commence fin août, début septembre. Et toutes les montagnes se couvrent d'astéracées, des oacées, des félicias, des arctotis, des gazanias, des choses comme ça. Eh bien, c'est des plantes qui vont boucler leur cycle en seulement quelques semaines. Et c'est magique, les botanistes viennent du monde entier voir ces collines du Namaqualand fleurir. Fred, nous avons vu la stratégie d'évitement, c'est-à-dire les plantes un peu craintives, celles qui ne vont pas vouloir être exposées, mais il y a les autres qui font exactement l'inverse. Il y a des petites malines qui ont trouvé des stratagèmes pour capter des micro-gouttes 3 fois rien dans des endroits hyper arides, et on en a à côté de nous. Exactement. Alors ça, c'est vraiment le bon exemple. Globalement, il y a toujours des moments où il y a de l'eau. Donc la première des stratégies, c'est la petite quantité d'eau qui arrive, c'est de réussir à la capter. Pour ça, bien entendu, le système de base pour capter de l'eau, c'est les racines. Donc un système fasciculé, c'est-à-dire des racines en surface qui vont capter la moindre quantité d'humidité, ou alors à l'inverse, un système pivotant très très profond pour aller chercher l'eau en profondeur, comme le Welwitschia par exemple, qui a un immense pivot. Et l'autre possibilité, c'est d'être capable de capter l'eau contenue dans l'air. Avec des barbes, par exemple. Exactement, c'est-à-dire que dans les déserts sud-africains ou dans les déserts d'Atacama, qui sont des déserts de bord de mer, avec des courants froids, cette brume matinale qui arrive, elle va se condenser dans tous ces petits poils que tu vois ici. Donc l'eau va s'infiltrer, ça va former des micro-gouttelettes qui vont fusionner entre elles pour faire des gouttelettes un peu plus grosses, et à la fin, à l'extrémité, il y aura des gouttes. Et les gouttes vont tomber, tomber, tomber. Et on dit que, notamment dans le désert du Negev, où ça a été mesuré, eh bien, il y a autant d'eau qui est captée par la plante, par le système racinaire, que par ces petites structures. Et ça, c'est vraiment tous les cactus qui ont cette pilosité. Ça sert à ça. Ça sert également, puisque dans les déserts, il y a des très forts ensoleillements. Ça fait de l'ombre. Ça fait de l'ombre, ça sert un petit peu comme un vêtement, ça permet de protéger la plante contre les forts ensoleillements. Une double fonction. Et Fred, on a aussi cet exemple-là qui est tout à fait extraordinaire, parce que c'est un Tillandsia. Alors ça, c'est une plante que j'adore. Ça vit dans un désert absolu. On se demande même s'il y a eu de la pluie un jour dans ces endroits-là. Et en fait, elle vit accrochée à des rochers et elle capte la brume. Quand on regarde ça de près, c'est couvert de micro-poils qui vont en fait capter et diriger l'eau à l'intérieur de la rosette. C'est une broméliacée. Dans le genre Tillandsia, il y a des centaines d'espèces, et notamment celle-ci qui est une des plantes du genre qui est vraiment emblématique. Alors est-ce qu'on peut dire, par exemple, à nos amis qui ont un jardin, que toutes les plantes duveteuses qu'ils peuvent cultiver, par exemple comme les Stachys lanata ou les choses comme ça, sont des plantes qu'il faut peu arroser? Quand on voit la morphologie d'une plante, on arrive souvent à détecter des éléments de son écologie. Et effectivement, des feuilles luisantes sur le dessus, c'est souvent un élément qui montre une réverbération de la lumière. Donc c'est plutôt un indicateur que la plante vit dans un milieu sec. Des feuilles petites, c'est également souvent un indicateur d'une plante qui vit dans un milieu sec. Et le fait d'être dufteuse, à la fois sur le dessous souvent, et parfois sur le dessus et le dessous, c'est également un indicateur effectivement de plantes de milieu sec. Frédéric, lorsque les plantes vivent donc dans des conditions de sécheresse comme ça, peut-être que la meilleure stratégie, c'est de faire des économies. Exactement, d'éviter le gaspillage. La denrée étant rare, la première source de déperdition pour une plante, c'est la fleur. Donc du coup, les plantes des déserts, notamment les cactus, ont des floraisons qui sont courtes et très intenses, très colorées. Ce n'est pas des fleurs qui peuvent durer 15 jours, 3 semaines. Donc première stratégie, on évite de perdre de l'eau par la fleur pour assurer très rapidement une pollinisation. Deuxième source de déperdition, les feuilles souvent petites, voire réduites. Et la position aussi, je pense, de la feuille est importante. Parce que quand elle est comme ça, elle reçoit tout le soleil. Alors, et si elle est comme ça, elle a moins de soleil. Alors effectivement, donc les feuilles ont, là on le voit bien sur celle-ci, elles sont orientées dans tous les sens, ce qui évite effectivement une surchauffe. Le problème que ça pose, c'est quand les feuilles sont réduites, voire inexistantes, eh bien l'activité photosynthétique, elle est réduite. Et souvent, les plantes des milieux secs, eh bien, elles ont les tiges qui deviennent vertes. Et la photosynthèse est non plus assurée en totalité par les feuilles, mais par les tiges, qui prennent un genre de relais. Et puis la photosynthèse aussi peut complètement varier parce qu'elles vont inverser. C'est-à-dire qu'au lieu de profiter du soleil comme il est trop fort, ça les grille, eh ben, elles vont travailler la nuit. Exactement, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que dans l'activité photosynthétique, hein, c'est un peu de la chimie, il y a différentes sortes de photosynthèse, C3, C4 et CAM. En tout cas, elles ont effectivement une dissociation et elles ont un mode de photosynthèse particulier, adapté au milieu sec. D'accord. Alors, quand même, vous devez vous demander quelle est cette bizarrerie végétale qui est à notre côté. C'est la plante pieuvre. Alors, ça a un nom assez compliqué en botanique. Alors, c'est le genre Alluodia.
C'est la famille des Dideriacées. Et les Dideriacées, c'est une famille endémique de l'île de Madagascar. Et on s'est rendu compte génétiquement eh bien qu'en fait, c'était les cousins des cactus américains. Ah d'accord. Donc on a en fait des plantes qui sont très voisines et qui sont séparées par un océan. Exactement. Elles ont un ancêtre commun. Et à Madagascar, elles ont évolué vers des formes particulières, les Dideriacées. Et en Amérique, puisque les cactacées sont en quasi-totalité américains, eh bien, ont évolué vers la famille des cactacées. Donc Fred, nous allons terminer notre aventure au pays de la sécheresse avec tout simplement le stockage. Il y a une logique quand même, quand on n'a pas beaucoup d'eau, eh bien le mieux c'est d'en faire des réserves. Exactement, c'est une des stratégies. Là on a un superbe exemple, le coussin de belle-mère. Donc là c'est stockage de l'eau, c'est sous forme de suc. C'est pour ça qu'on appelle ça des plantes succulentes qui contiennent du suc. C'est des polysaccharides, c'est des molécules particulières. Alors il peut y avoir le stockage dans les tiges, ça c'est une structure de tige. C'est un peu l'équivalent du cactus qu'on a là à côté, sauf qu'il est ramassé et il forme une boule. Comme ça, en termes de thermique, c'est le meilleur moyen d'avoir un grand volume avec un minimum de surface. Oui, de surface exposée au soleil. Exposée. La sphère, c'est vraiment la plus petite. Exactement. Donc stockage dans les tiges, première possibilité. Stockage dans les feuilles. C'est les plantes grasses avec des feuilles comme les aloés par exemple, ou les kalanchoé ou les sédums. Donc on peut stocker également dans les feuilles. On peut également stocker dans ce qu'on appelle l'hypocotyle, donc c'est une structure particulière. C'est le collet. La plus emblématique, en termes de stockage d'eau, c'est le baobab, bien évidemment, qui a la tige renflée et qui a pour vocation de stocker l'eau durant la période sèche. On voit d'ailleurs le tronc des baobabs en période humide, il est gonflé, et au fur et à mesure que la période sèche approche et avance, eh bien on voit le tronc qui se rétracte. Il y a une chose quand même qui vient en question, parce que tu dis que ce n'est pas de l'eau. Mais comment la plante donc arrive à faire ce stockage? Elle va pomper quand même de l'eau dans le sol, et en fait c'est un principe chimique qui va faire en sorte que ça va devenir ce suc. Exactement, c'est-à-dire que la plante elle va faire la photosynthèse. Durant les périodes où il y a de l'eau, elle va stocker, et la photosynthèse va produire ces grandes molécules qui vont attacher l'eau, qui vont retenir l'eau si on veut. Et puis en fait ça va servir, durant les longs moments de sécheresse, à nourrir et permettre à la plante de survivre. Alors c'est aussi pour cela que lorsqu'on cultive des cactus ou des plantes succulentes, il faut être extrêmement parcimonieux avec l'arrosage, parce que vous avez vu, ces plantes elles sont adaptées à la sécheresse, et si on arrose trop, qu'est-ce qui se passe? C'est là où c'est intéressant, quand la plante est en végétation. Donc là elle a besoin d'eau, parce qu'elle pousse, elle est en activité. On arrose normalement, parce qu'en fait la plante elle a besoin d'eau. Mais durant la période de repos, là elle n'absorbe pas d'eau, et là si on en met, alors là ça entraîne automatiquement une pourriture. Donc vous vous rappelez, en hiver, on n'arrose pas ou quasiment pas ces cactus. En revanche, si vous voulez qu'ils prospèrent, eh bien pendant la période de végétation, donnez-leur un peu d'eau. Vous aimez nos vidéos, vous appréciez nos émissions Découverte Jardin et Jardiner, ça fait du bien. Alors n'hésitez surtout pas à vous abonner. Il suffit tout simplement de cliquer sur la cloche qui figure sur votre page YouTube. Et vous serez ainsi informé totalement gratuitement de toutes les publications de News Jardin TV. Mais savez-vous aussi que nous avons un site internet sur lequel il y a énormément d'informations, des réponses à vos questions, des dictons et des citations. Alors une seule bonne adresse, www.newsjardintv.com.